Sous la surface azur, un autre monde respire, un royaume d'ombre et de lumière. Ici, chaque battement d'aile, chaque éclat d'écailles raconte une histoire de chasse et de survie. Les courants s'entrechoquent, les prédateurs rôdent et la mer entière devient une arène. C'est un lieu où la beauté et la brutalité se confondent, où la vie s'accroche à chaque souffle d'eau salée. La mer de Cortés, un sanctuaire et un champ de bataille. Le cœur battant du Pacifique. Bienvenue dans la mer de Cortés sauvage, la chasse mortelle dans le berceau du Pacifique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et dites-moi, selon vous, quel animal est le véritable maître de la mer de Cortés? Laissez votre commentaire ci-dessous. Allez, c'est parti! De la surface calme, une colonne d'eau jaillit. La baleine grise émerge de la mer comme un bloc de pierre vivant. Puis elle utilise son corps de plus de 30 tonnes pour frapper la surface de l'eau avec majesté. Son voyage commence dans les eaux froides de l'Alaska, traversant plus de 8000 km pour retourner au golfe de Californie et se préparer à accueillir un nouveau cycle de vie. Mais la salinité de l'eau augmente. Avec le réchauffement, moins de phytoplancton nutritif remonte à la surface. Les mères baleines sont forcées de de plonger plus profondément et plus longtemps à la recherche de nourriture, tout en devant économiser de l'énergie pour nourrir la vie qui grandit en elles. Non seulement elles, mais toutes les autres espèces s'adaptent également pour poursuivre le voyage de survie. Elles migrent encore, se reproduisent encore, chassent encore. Elles n'abandonnent pas. La vie ici réécrit sa façon d'exister. Et à chacun de ces battements, les gens perçoivent encore quelque chose de très étrange, comme s'il y avait une main invisible qui n'impose pas, qui n'apparaît pas. Elle maintient simplement tous les mouvements en silence, sans laisser rien se briser. Si ce n'est pas une bénédiction, alors qu'est-ce que c'est ? Situé entre les terres arides du nord-ouest du Mexique, le golfe de Californie, également connu sous le nom de mer de Cortés, s'étend comme un bras de rivière d'un bleu profond vers l'océan Pacifique. C'est une zone maritime étroite d'environ 1126 km de long et d'une largeur variant entre 40 et 81 et 241 km. La superficie totale de la surface aquatique est estimée à environ 177 000 km² avec un volume d'eau atteignant 145 000 km3.
Le point le plus profond du golfe dépasse 3000 mètres, tandis que la profondeur moyenne est de 818 mètres. La mer de Cortés est également l'habitat d'une grande variété de grands animaux marins. Dans les eaux profondes, il est impossible de trouver la baleine bleue, la baleine à bosse, la baleine grise, le cachalot et même l'orque. C'est l'un des rares endroits au monde où toutes ces grandes espèces de baleines coexistent au sein d'un système marin fermé unique. Elles sont accompagnées de groupes de dauphins, de raies mobula, de raies manta et de dizaines d'espèces de requins comme le requin marteau, le grand requin blanc et le requin des Galapagos. Le niveau de biodiversité ici est extrêmement élevé. Selon le rapport du PNUE de 2024, la mer de Cortés abrite plus de 900 espèces de poissons, environ 5000 espèces d'invertébrés et 39% de toutes les espèces de mammifères marins déjà enregistrées dans le monde. Parmi elles, beaucoup sont endémiques et ne se trouvent nulle part ailleurs. L'une des espèces endémiques les plus notables est le marsouin du Golfe, le plus petit dauphin du monde, qui ne vit que dans le nord de la mer de Cortés et est actuellement au bord de l'extinction. Le long de la rive ouest se trouve la péninsule de Baja California, d'environ 800 km de long, une bande de terre étroite formée par le processus de séparation des plaques tectoniques il y a des millions d'années. Le relief autour du golfe est caractérisé par des chaînes de montagnes rocheuses abruptes, un plateau continental court et des criques entrelacées, des îles volcaniques et d'anciens récifs rocheux. Au total, 244 îles et les zones marines environnantes ont été reconnues par l'UNESCO comme patrimoine naturel de l'humanité, beaucoup de ces îles étant totalement inhabitées. Sur le côté et du golfe se trouve le territoire continental du Mexique, où plusieurs rivières comme le Colorado, le Fuerte et le Mayo, le Sonora et le Sinaloa se jetaient autrefois dans le golfe, mais il ne reste actuellement qu'une quantité très limitée d'eau douce. À cet endroit, la moyenne annuelle des précipitations est très faible, ne dépassant généralement pas 100 mm. En été, la température de surface peut atteindre 40 degrés Celsius, ce qui rend les rochers brûlants. L'hiver est un peu plus doux, mais reste sec et rigoureux. La végétation est extrêmement pauvre, avec seulement quelques arbustes épineux et de petits cactus survivant dans les fissures des rochers. Sur les surfaces rocheuses blanchies par le guano, des centaines de milliers d'oiseaux marins se rassemblent pendant la saison de reproduction, un comportement génétique répété depuis des milliers d'années. L'île Rasa est le plus grand site de concentration au monde de l'élégant goéland de Californie et de la mouette de Hermann. De mars à juillet de chaque année, toute l'île se transforme en un immense champ d'oiseaux, où les appels des petits résonnent dans le ciel chaud et sec. En 2023, plus de 200 000 nids ont été enregistrés sur l'île Rasa. Le long de la côte rocheuse, l'écosystème intertidal se développe avec vigueur dans les fissures, les profonds sillons ou les mares d'eau salée temporaires formées par la marée. Concombres de mer, étoiles de mer, crabes de roche, algues brunes, escargots de mer et d'innombrables autres organismes benthiques se fixent et vivent. Tous les jours, avec la marée montante et descendante selon le cycle lunaire, les comportements de ces créatures changent. Certains endroits spécifiques de cette région ont une valeur écologique et de conservation remarquable.
L'île Espiritu Santo se distingue par ses falaises abruptes, ses eaux cristallines d'un bleu turquoise et ses petites plages cachées entre les récifs. L'île San-Jorge est souvent appelée la Petite Galapagos en raison de sa forte densité d'oiseaux marins, y compris le phaéton à bec rouge et le grand cormoran à aigrette. Non, loin de là, l'île San Pedro Martyr est isolée au milieu de la mer, comme une forteresse rocheuse solitaire. À cet endroit existent au moins 2 espèces de lézards endémiques qui n'existent que sur cette île. C'est également un important site de reproduction du fou brun et du fou à pied bleu. Van Nortek à pied bleu sont. Ces pattes bleues éclatantes ne sont qu'un don de la nature. Elles sont un langage corporel révélant santé, immunité et valeurs reproductives. Cette teinte résulte d'un régime riche en caroténoïdes, signe du lien profond entre l'environnement et la physiologie de l'oiseau. Pendant la saison des amours, ses parades nuptiales dansées mettent en valeur ses pieds lobés lumineux. Le fou à pieds de bleu niche à même le sol, pond de 1 à 3 œufs espacés de quelques jours. Les poussins éclosent à des moments différents, ce qui favorise l'aîné et peut mener à une rivalité mortelle lorsque la nourriture manque. Les 2 parents chassent en mer pendant des heures. D'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres, ils plongent à près de 100 km/h, atteignant jusqu'à 25 mètres de profondeur pour capturer sardines, anchois ou calmars. Les groupes d'une douzaine d'individus coordonnent leur attaque, plongeant ensemble comme des flèches d'argent qui déchirent à la surface de la mer. Un spectacle de chasse d'une précision remarquable. Chez cette espèce, les rôles diffèrent. Le mâle, plus petit et plus maniable, pêche surtout en eau peu profonde. La femelle, plus grande, transporte davantage de nourriture pour les jeunes. Le fou brun, son proche cousin, arbore une poitrine brun chocolat et un ventre blanc contrasté. Le mâle possède des pattes et une poche gulaire bleu-vert, également dues aux caroténoïdes. Il construit son nid au sol avec herbes sèches, coquillages ou même débris plastiques qui peuvent représenter jusqu'à 90% du matériau. Cette espèce pratique aussi le kleptoparasitisme, volant la proie d'autres oiseaux comme la frégate magnifique, provoquant de spectaculaires poursuites aériennes. Toutes 2 sont des régulateurs essentiels des populations de petits poissons et des indicateurs de la santé des océans. Quand les ressources diminuent, ces oiseaux doivent changer de site de reproduction, modifier leurs soins parentaux, voire changer de partenaire. Un rappel des fragiles équilibres qui gouvernent la vie marine. En s'éloignant des récifs côtiers, les couches de vagues s'éteignent peu à peu, laissant derrière les falaises et les îles volcaniques. La mer de Cortez s'ouvre sur un nouvel espace, plus profond, plus froid et vaste, à en être écrasant. Sans point d'appui, sans l'ombre des montagnes ou des cimes des arbres, il ne reste que d'immenses masses d'eau, où la lumière disparaît avec la profondeur et les courants marins transportent silencieusement les nutriments du fond de l'océan vers la surface, soutenant un écosystème silencieux, mais intensément vibrant. L'une des caractéristiques écologiques les plus importantes ici est le phénomène de la remontée d'eau, également appelé upwelling.
Les courants froids poussent l'eau des couches profondes vers la surface, apportant avec eux une grande quantité de nutriments. En conséquence, il se produit des explosions de croissance de phytoplancton qui servent de base à toute la chaîne alimentaire marine, des sardines et des anchois au thon, requins et baleines. À des profondeurs pouvant dépasser 3000 mètres, des centaines d'espèces marines trouvent un habitat idéal pour la reproduction, la chasse ou la migration saisonnière. De la surface aux couches profondes, la structure de température, de courant et de niveau d'oxygène forment des corridors biologiques invisibles, guidant les espèces de tous les coins de l'océan vers ce point comme une destination vitale. Des données publiées en 2024 par le Whale Trust et des agences de conservation du Mexique confirment que les zones ouvertes et profondes de la mer de Cortés maintiennent encore une forte densité biologique malgré les changements climatiques. Les courants froids venant du Pacifique, surtout pendant les cycles de La Niña, continuent aussi d'alimenter le phytoplancton et de soutenir le rôle de cette région comme l'un des centres de productivité biologique les plus élevés de la planète. Dans les premiers mois de l'année, la baleine bleue, le plus grand être vivant ayant jamais existé sur Terre, avance dans les eaux profondes du sud à la recherche de denses bancs de krill. Lorsque les couches d'eau riches en nutriments remontent du fond, elles apportent avec elles à la fois la source de vie et le signal pour qu'une série d'autres espèces s'approchent également. À chaque chasse, elles utilisent des fanons pouvant atteindre 1 mètre, alignés le long de la mâchoire supérieure fonctionnant comme un énorme filtre. Chaque plongée la bouche ouverte, selon la technique connue sous le nom de lange feeding, permet d'engloutir plus de 34 000 litres d'eau remplie de krill, qui est ensuite comprimée à travers les fanons pour retenir le repas. Chaque jour, un individu adulte doit consommer jusqu'à 1120 kg de krill. Ce comportement exige précision, capacité d'orientation spatiale tridimensionnelle et une optimisation de l'énergie presque parfaite. Un seul lange peut consommer beaucoup de calories, mais il procure également une valeur nutritionnelle jusqu'à 240 fois supérieure à la dépense. Un exploit extraordinaire dans le règne animal. Le corps de la baleine bleue mesure en moyenne de 24 à 27 mètres de long, certains grands individus dans la mer de Cortés étant estimés jusqu'à 29,01 mètres et plus de 180 en tonnes. C'est le plus grand animal ayant jamais existé sur Terre, pesant l'équivalent d'environ 33 éléphants adultes. Son cœur peut être de la taille d'une voiture, avec des battements si lents qu'ils n'atteignent que 4 à 8 fois par minute lors des plongées profondes. Ses poumons stockent plus de 5000 litres d'air, lui permettant de rester submergé jusqu'à 30 minutes. Dans son rôle écologique, la baleine bleue fonctionne comme une pompe silencieuse de nutriments. Elle se déplace verticalement dans la colonne d'eau, captant les nutriments du fond et les libérant à la surface, aidant à maintenir le cycle biologique des micro-organismes aux poissons de surface.
Ces excréments riches en fer, azote et carbone favorisent la croissance du phytoplancton, ce qui stimule la récupération des banquements de krill et de nombreuses autres espèces. Cependant, la baleine bleue est toujours classée comme menacée. Selon l'UICN, la population de baleines bleues du Pacifique Nord-Est est actuellement estimée à environ 3000 individus, dont environ 300 apparaissent dans la mer de Cortez chaque année. Cependant, selon des enquêtes réalisées entre 2012 et 2019, le nombre d'individus dans la région du Golfe a considérablement diminué. Le silence de la baleine bleue est un signal d'alarme. Le chant grave qu'elle émet peut se propager sur des centaines de kilomètres, mais depuis 2015, le nombre de chants enregistrés au large des côtes de Californie a chuté de plus de 40%. Cela ne représente pas seulement un changement dans le comportement communicatif, mais indique également que l'espèce a consacré moins de temps à l'accouplement, car elle doit concentrer plus d'énergie dans la recherche de nourriture dans des conditions de plus en plus rares. Un moment de silence dans l'océan peut déclencher une longue chaîne de changements. Et c'est précisément pourquoi le retour annuel de la baleine bleue dans la mer de Cortez n'est pas seulement un phénomène naturel, c'est la preuve que l'océan respire encore, qu'une partie de la mémoire biologique de la Terre est toujours en mouvement. Avec la baleine bleue, la baleine à bosse participe également à cette migration, suivie par des bancs de raies manta, ondulant à la surface comme de gigantesques cerfs-volants au cœur de la mer. En particulier dans les régions de Los Cabos et de la bahia de Banderas, la baleine à bosse choisit ces lieux comme abri idéal pour l'hiver, où les eaux sont chaudes et calmes pour la naissance des petits. Elle migre selon un cycle fermé entre l'Alaska et la Basse-Californie, une distance de plus de 8000 km chaque saison. Les femelles donnent généralement naissance tous les 2 à 3 ans, avec une période de gestation d'environ 11 à 12 mois. En arrivant à la mer de Cortez, la mère reste à jeun pendant plusieurs mois, dépendant totalement de son épaisse couche de graisse pour maintenir la production de lait pour le petit. Mesurant en moyenne 14 à 18 mètres de long et pesant près de 40 tonnes, leur corps se distingue par de longues nageoires pectorales pouvant atteindre 5 mètres. Leur bouche est courbée, leur tête présente des callosités et leur dos est doucement arqué au-dessus de la surface de l'eau. Lors de la chasse, la baleine à bosse utilise la technique ingénieuse de l'alimentation en filet de bulles, un comportement coopératif fascinant où plusieurs individus créent des spirales de bulles pour encercler des bancs de sardines ou de krill avant de remonter en groupe, la bouche grande ouverte pour avaler leur proie. Leurs mâchoires n'ont pas de dents, mais sont tapissées sortant de centaines de plaques de fanons filtrant les proies de l'eau. Un système biologique à la fois simple et d'une efficacité redoutable. Mais au-delà de la chasse, la baleine à bosse est avant tout l'une des grandes artistes des océans. Ces chants profonds et mélodieux, pouvant durer des dizaines de minutes et se propager sur des centaines de kilomètres, forment un langage complexe propre à chaque population. Ces chants évoluant au fil des années, comme une tradition culturelle transmise entre générations. Les mâles chantent pour séduire les femelles, marquant leur force et leur créativité.
Aucune autre espèce marine ne possède une telle richesse vocale ni une telle capacité d'apprentissage. Quand le long chant d'amour de la baleine à bosse s'achève, la mer semble retenir son souffle. Puis dans le silence, une dernière note résonne, lente et grave, comme le battement du cœur ancien de l'océan. À l'endroit où la plupart des êtres vivants ne peuvent survivre, un géant glisse doucement, le cachalot. Il plonge à des milliers de mètres de profondeur, émet le son le plus puissant du règne animal et possède le plus grand cerveau jamais connu. Une machine vivante des profondeurs océaniques, mystérieuse, puissante et totalement singulière. En tant que plus grande baleine à dents encore existantes, le cachalot porte une longue histoire évolutive. Ses ancêtres sont apparus il y a environ 21 millions d'années, appartenant à la famille des Physeteridae. La caractéristique la plus frappante est l'énorme tête qui représente un tiers de la longueur corporelle, contenant la cavité du spermacétie. Une structure qui aide à la fois à l'écholocation et au contrôle de la pression lors des plongées profondes. Dans les eaux de la mer de Cortez, le cachalot ne suit pas un modèle migratoire saisonnier clair comme de nombreuses autres espèces, apparaissant tout au long de l'année, en particulier d'avril à juillet. Ils préfèrent les zones d'une profondeur comprise entre 800 et 1000 mètres où leur principale proie, le calmar géant, se reproduit en abondance. Contrairement aux baleines qui utilisent des fanons pour filtrer les aliments, le cachalot chasse avec de vraies dents. Sa capacité vocale atteint jusqu'à 236 décibels, le son le plus fort jamais enregistré dans la nature. Grâce à cela, il parvient à localiser et à poursuivre des proies qui habitent dans les profondeurs, principalement les Histioteutes, les Ancistrocaerus et les Octopoteutes. Il peut plonger jusqu'à 2250 mètres de profondeur et rester submergé pendant plus de 90 minutes à chaque chasse. Le silence de l'océan est déchiré par des rafales de clics puissants émis par son organe sonore dans la tête. Un système de sonar biologique parfait. La structure sociale du cachalot est également très particulière. Les femelles et les petits vivent en petits groupes appelés pods, se soutenant et se protégeant mutuellement pendant de nombreuses années. Les mâles adultes, quant à eux, quittent généralement le groupe et vivent en solitaire, ne revenant que pendant la saison des amours. Les petits l'y mettent jusqu'à 10 ans pour devenir indépendants. Un processus long qui reflète l'investissement impressionnant de l'espèce dans l'élevage de la prochaine génération. Avec un rôle écologique unique, le cachalot aide à transporter les nutriments du fond marin vers la surface. À chaque plongée profonde suivie d'un retour, il apporte avec lui une grande quantité de nutriments, comme le fer, l'azote et le carbone, des éléments essentiels qui stimulent la croissance du plancton, nourrissant tout l'écosystème marin. Mais la plus grande surprise est encore à venir. Ne détournez pas le regard, car vous allez bientôt assister à la démonstration de force des véritables rois des océans. Une écume blanche s'élève, une ombre noire avance vers le nord. C'est la baleine grise de Californie, infatigable voyageuse des mers. Chaque année, elle accomplit l'une des plus longues migrations du règne animal. Plus de 16 000 km aller-retour entre les eaux chaudes du golfe de Californie et les mers glacées d'Alaska. Dans les lagunes de San Ignacio, Ojo de Liebre et Magdalena,
Les femelles mettent bas et élèvent leurs petits à l'abri des prédateurs. Héritière d'ancêtres préhistoriques, la baleine grise est l'une des espèces les plus anciennes encore présentes sur Terre. Victime d'une chasse intense jusqu'à la quasi-extinction au XIXe siècle, elle a survécu grâce aux lois de protection internationale, retrouvant aujourd'hui une population estimée à près de 27 000 individus. Longue de 12 à 15 mètres et pesant jusqu'à 45 tonnes, elle se reconnaît à sa peau grise marquée de cicatrices blanches, véritable carte du temps gravée sur son corps. Elle n'a pas de nageoire dorsale, mais une ligne de bosse souple lui permet de se mouvoir avec élégance. Contrairement à d'autres cétacés qui chassent en pleine eau, la baleine grise se nourrit au fond, raclant les sédiments et aspirant les petits crustacés appelés amphipodes. Ces fanons filtrent la boue et retiennent la nourriture. Chaque plongée demande une mémoire spatiale précise et une endurance exceptionnelle. En fouillant ainsi le fond marin, ces géantes deviennent de véritables laboureuses de l'océan. En ramenant les nutriments vers la surface, elles favorisent la croissance du phytoplancton, des poissons et des oiseaux marins. Les scientifiques comparent peu ce rôle vital à un battement de cœur qui maintient la vie au sein des profondeurs. Entre les vagues tranquilles, ouvertes par la baleine grise, une autre créature anime la surface de la mer. Vive, joueuse et pleine d'énergie, c'est le dauphin à long bec, l'artiste du Grand Bleu. Il jaillit hors de l'eau, tourne dans les airs comme un danseur, offrant un spectacle silencieux qui fascine tout l'océan. Ce saut tournoyant est une marque de fabrique de l'espèce, à la fois rituel social, moyen de communication et stratégie de survie. Son corps élancé mesure de 1,3 à 2,3 mètres pour un poids moyen de 25 à 80 kg. Il se distingue par son long museau et ses 3 tons caractéristiques, dos gris, ventre blanc et bandes sombres sur les flancs. Dans le golfe de Californie, ils vivent toute l'année, surtout près des îles Carmen et Loreto. Sans migrer sur de longues distances, ils suivent des cycles quotidiens. Le jour, ils se reposent dans les baies en calme. La nuit, ils s'éloignent de la côte pour chasser dans la zone mésopélagique, à plus de 200 mètres de profondeur. En groupe de dizaines à centaines d'individus, ils chassent en parfaite coopération. Certains forment un mur vivant pour encercler les bancs de poissons, tandis que d'autres bondissent et tournent pour désorienter leur proie avant d'attaquer. Ce comportement favorise non seulement la capture, mais aussi la communication acoustique et visuelle au sein du groupe. Maillon essentiel de la chaîne alimentaire, il régule les populations de petits poissons et calmars, tout en servant de proie aux grands prédateurs. Par leurs déplacements et leurs excrétions, ils participent à la circulation des nutriments dans l'océan. Symbole d'intelligence et de grâce, le dauphin à long bec est-il, selon vous, le plus artiste des dauphins, ou l'un de ses cousins cache-t-il un talent encore plus grand ? Dans la zone où la lumière se dissout dans les profondeurs, une silhouette étrange glisse sur le sable. Une tête aplatie comme une lame, des yeux latéraux, un corps souple et précis. C'est le requin marteau, traquant silencieusement une raie enfouie sous le fond marin. Un mouvement infime et il bondit comme une lame vivante. En une morsure rapide et précise, la chasse s'achève dans le silence. Sa tête en forme de marteau n'est aucune signature. C'est un outil sensoriel sophistiqué. Des centaines de capteurs détectent les champs électriques émis par les battements du cœur de la proie, même dissimulés dans le sable.
Le cerveau du requin marteau à crête, plus développé que celui de nombreuses espèces, lui permet une perception fine et des comportements sociaux complexes, formation de groupe, hiérarchie et chasse coordonnée. La nuit, ils quittent dans les récifs et plongent vers les eaux profondes où calmars, sardines et crustacés deviennent leur festin. Chaque plongée, d'une précision méthodique, révèle une parfaite économie d'énergie. Mais dans ces mêmes eaux rôde un autre maître de la mer, le grand requin blanc. Prédateur solitaire, il incarne la puissance brute. Apparu il y a des millions d'années, il est devenu l'un des chasseurs les plus redoutables des océans. Les mâles atteignent 4 mètres, les femelles jusqu'à 5 mètres pour près d'une tonne. Leur longévité dépasse 70 ans, mais ils mettent plusieurs décennies à atteindre la maturité. Leur corps est une machine de vitesse, dos gris sombre, ventre blanc, un camouflage parfait. En embuscade, ils attaquent du bas vers le haut à plus de 40 km/h, frappant les zones vitales. L'impact est si violent qu'ils jaillissent parfois à plus de 3 mètres hors de l'eau. Leurs mâchoires, parmi les plus puissantes du règne animal, exercent une pression de plus de 275 bars, capables de briser les os ou de déchirer la chair d'un seul coup. Grâce à un odorat exceptionnel et aux ampoules de Lorenzini, ils détectent une goutte de sang dans 10 millions de litres d'eau ou le moindre signal électrique d'un cœur battant au fond de la mer. Avant d'attaquer, certains individus observent, testent, évaluent la faiblesse de la proie avant de porter le coup final. Prédateur suprême, le grand requin blanc régule les populations de phoques, de grands poissons et d'autres requins, maintenant l'équilibre écologique des océans. Symbole de peur et de respect, il incarne à lui seul la majesté impitoyable de la mer. Tandis que le grand requin blanc porte des morsures éclairs pour abattre ses proies avec une force solitaire. À un autre niveau de l'océan, le prédateur suprême ne chasse pas seul. La surface explode en écume blanche. Un sifflement déchire l'air comme s'il déchirait l'espace lui-même. C'est l'orque, également connu sous le nom de baleine tueuse. Ce n'est pas seulement un adversaire, c'est l'Erpelschwungt. C'est la limite finale de la chaîne alimentaire, où même le grand requin blanc préfère garder ses distances. Sa présence n'apporte pas une explosion soudaine de violence, mais plutôt la sensation d'être chassé, de manière silencieuse, coordonnée et sans échappatoire. Dans le monde des prédateurs, l'orque n'a pas besoin de rivaliser. Il lui suffit d'apparaître et tout autour se retire en silence. La structure corporelle de l'orque est conçue pour fonctionner efficacement dans toutes les conditions océaniques. Le mâle adulte peut atteindre 8 mètres de long et peser plus de 6000 kg, tandis que la femelle mesure généralement environ 6,5 mètres et pèse 3500 kg. Le dos noir, le ventre blanc et la bande caractéristique autour des yeux créent un contraste visuel saisissant, une forme efficace de camouflage inversé. La nageoire dorsale, haute comme une lame, peut atteindre 1,80 m chez les mâles, servant non seulement d'orientation, mais aussi de signe d'identité sociale. En particulier, le cerveau grand et développé permet à l'orque de posséder une mémoire à long terme, une capacité d'apprentissage et de transmission des connaissances, des fondements essentiels pour les stratégies de survie en groupe. Les sons émis par le spiracle sont utilisés pour l'écholocation, la communication, le commandement et la cartographie spatiale, une sorte de système nerveux externe au corps qui permet au groupe d'agir comme une entité.
Avec 40 à 56 dents en forme de cône, mesurant environ 10 cm, Elke est capable de gérer différents types de proies, des céphalopodes à corps mou aux requins et même aux petits cétacés. Avec une force de morsure estimée entre 1300 et plus de 1900 bars, 19 000 et plus de 28 000 livres par pouce carré, elle compte parmi les prédateurs les plus puissants du règne animal. En tant que prédatrice au sommet, elle ne dépend pas seulement de la vitesse ou de la force brute. Sa tactique est incroyablement astucieuse. En s'approchant d'une grande proie, elle utilise la technique de la retourner sur le dos, induisant un état d'immobilité temporaire. Ensuite, le groupe attaque le ventre mou pour en extraire le foie, l'organe le plus riche en lipides, et laisse le reste du corps derrière lui. Ce n'est pas un comportement instinctif, mais une technique prouvée transmise au fil de plusieurs saisons au sein d'un même groupe portant un nom propre, démontrant la préservation et l'héritage du savoir. Si l'on considère l'océan comme un champ de bataille de pouvoir sans fin, le grand requin blanc était autrefois le souverain suprême, dominant chaque recoin de la mer. Mais c'était avant l'arrivée de l'orque. Elle était parfaitement capable d'abattre même le légendaire tueur blanc. Elle se coordonne, certaines distraient, d'autres s'approchent tentant par surprise par en dessous. D'une morsure précise à la poitrine, l'orque ouvre l'abdomen et retire le foie, presque sans endommager les autres parties. Lorsque l'orque apparaît, les requins disparaissent de l'endroit. Les proies se dispersent vers des eaux moins profondes. Tout l'écosystème s'ajuste pour éviter la confrontation, mais c'est précisément grâce à ce comportement que l'orque assume un rôle d'équilibre. Elle contrôle le nombre de prédateurs intermédiaires, limite la croissance excessive des jeunes requins, régule la structure des bancs et maintient le flux d'énergie de la chaîne alimentaire sans blocage. Poursuivant le voyage des eaux profondes vers les anciennes côtes rocheuses, un autre monde surgit sous la surface, vibrant, coloré et plein de règles. C'est là que d'anciens blocs de corail ont silencieusement construit un écosystème extraordinaire au fil de dizaines de milliers d'années. Au cœur de la mer de Cortez, le récif corallien de Cabo Pulmo se distingue comme un joyau écologique, non seulement par sa beauté, mais par son âge estimé à 21 000 ans et sa force vitale surprenante au milieu d'une mer semi-aride. Les récifs coralliens de la mer de Cortez ne sont pas aussi grands que ceux des Caraïbes, mais ils sont extrêmement importants. Le récif de Cabo Pulmo s'étend dans une zone de mer calme, naturellement protégée par la péninsule de Basse-Californie. Avec une superficie supérieure à 7100 hectares, c'est l'un des 3 seuls récifs coralliens existants sur la côte ouest de l'Amérique du Nord et aussi le récif avec la structure calcaire vivante la plus ancienne encore préservée dans cette région. Avec des températures de l'eau variant entre 20 et 28 degrés Celsius, une salinité stable et une grande transparence tout au long de l'année, les coraux durs prospèrent, formant des structures récifales complexes, un habitat idéal pour plus de 6000 espèces marines différentes, des poissons qui vivent en banc, comme les vivanos et les gatrins, aux prédateurs comme les mérous, les murènes et même les requins de récif. Tous font partie de l'écosystème à plusieurs niveaux, construit autour du récif. Depuis qu'il a été officiellement protégé en 1995, Cabo Pulmo est devenu un symbole mondial de la capacité de régénération de la nature. En seulement 14 ans, la biomasse marine dans la zone a augmenté de 462%, un chiffre rare parmi les écosystèmes marins restaurés grâce à la gestion communautaire.
Des espèces de grands poissons auparavant disparus sont progressivement revenus. Les strates biologiques, du fond marin à la colonne d'eau et à la surface, se sont régénérées et reconnectées de manière durable, comme une machine biologique redémarrée après un long sommeil. Le poisson perroquet apparaît comme une brosse dorée sur le tapis de coraux. Chaque morsure de son bec courbé laisse des marques de survie. En même temps qu'il élague le récif, il produit également du sable, connectant tous les fragments écologiques en un organisme vivant cohésif. Le poisson perroquet est un groupe de poissons à l'évolution singulière, possédant des mâchoires en forme de bec d'oiseau, composées de dents fermement imbriquées qui raclent les algues et les coraux morts. De nombreuses espèces atteignent 30 à 60 cm de long et certaines, comme le poisson perroquet à bosse verte, peuvent atteindre jusqu'à 1,30 m. Leurs dents poussent continuellement pour compenser l'usure pendant l'alimentation, contribuant à la formation de sable blanc par le processus digestif. Dans le golfe de Californie, les espèces les plus communes comprennent le poisson perroquet bleu et le poisson perroquet ambre que l'on trouve principalement entre le fond marin et les récifs côtiers de La Paz et de Los Cabos. Le poisson perroquet bleu a des morsures rapides, adaptées pour racler les algues de base et transporter les sédiments fins. Quant au poisson perroquet mâle, il a une morsure puissante, agissant comme une ponceuse de récif, principal agent de bioérosion, éliminant les couches de roches durcies pour permettre la régénération du corail. Chaque jour, les eaux des récifs, grâce au nettoyage qu'ils effectuent, maintiennent le fond clair et la capacité de régénération. Lorsque les récifs perdent leurs poissons perroquets, les algues recouvrent rapidement la surface des coraux, détruisant la subsistance des petits poissons et des invertébrés. Et la couche supérieure de l'eau est recouverte de centaines d'individus aussi colorés que l'environnement dans lequel ils vivent. Le vivano. Ce sont des prédateurs intermédiaires, se nourrissant principalement d'invertébrés comme les crevettes, les crabes, les calmars et les petits poissons. La flexibilité de leur régime alimentaire leur permet de s'adapter aux variations de disponibilité de nourriture au sein de l'écosystème. En l'absence de plus grands prédateurs comme le mérou ou les requins, les vivanos peuvent étendre leur rôle dans la structure de la chaîne alimentaire, régulant la croissance des espèces de proies et maintenant la stabilité des récifs en contrôlant les brouteurs d'algues et les organismes qui dégradent les coraux. Au milieu des récifs rocheux silencieux, une ombre noire reste immobile. Puis soudain, un puissant mouvement d'aspiration, comme un tourbillon. La proie disparaît avant même de réagir. C'est le mérou, le célèbre prédateur embusqué des profondeurs. Ils vivent généralement entre 5 et 30 mètres de profondeur dans les zones de récifs rocheux, de fissures et de coraux. Les adultes peuvent atteindre 1,98 m et peser jusqu'à 91 kg.
Avec un corps massif, une grande tête et un museau carré, le mérou possède une bouche immense qui s'ouvre comme un aspirateur vivant, avalant ses proies en une fraction de seconde sans avoir besoin de longues poursuites. À l'aube ou au crépuscule, lorsque la lumière traverse la surface de l'eau, le mérou se tient embusqué, prêt à bondir sur de petits poissons, des homards ou même de jeunes requins. Ses yeux adaptés à la pénombre et sa capacité à accélérer et s'arrêter brusquement dans les espaces étroits font de lui un chasseur d'embuscades redoutable. Grâce à son régime alimentaire, le mérou joue un rôle écologique essentiel. Il contrôle les populations de poissons intermédiaires et d'espèces herbivores, contribuant ainsi à la stabilité des récifs coralliens. Mais son secret le plus fascinant réside dans sa biologie unique. Le mérou naît femelle et se transforme en mâle lorsqu'il atteint une certaine taille et un certain âge, généralement environ 98 cm après 6 à 7 ans. La saison de reproduction se déroule d'avril à juin, lorsque des groupes se rassemblent dans des zones précises des récifs pour un accouplement collectif. Un seul mâle peut dominer un harem de 3 à 5 femelles, garantissant la diversité génétique du groupe. Dans le silence des profondeurs, le mérou reste immobile, ses nageoires en vibrant à peine. Chaque battement d'eau, chaque rayon de lumière filtrant depuis la surface devient le signal d'une attaque éclair. Sous son apparence calme, il incarne l'art du contrôle absolu dans le monde sauvage des récifs tropicaux. Le poisson perroquet apparaît comme une brosse dorée sur le tapis de coraux. Chaque morsure de son bec courbé laisse des marques de survie. En même temps qu'il élague le récif, il produit également du sable, connectant tous les fragments écologiques en un organisme vivant cohésif. Le poisson perroquet est un groupe de poissons à l'évolution singulière, possédant des mâchoires en forme de bec d'oiseau, composées de dents fermement imbriquées qui raclent les algues et les coraux morts. De nombreuses espèces atteignent 30 à 60 cm de long et certaines, comme le poisson perroquet à bosse verte, peuvent atteindre jusqu'à 1,30 m. Leurs dents poussent continuellement pour compenser l'usure pendant l'alimentation, contribuant à la formation de sable blanc par le processus digestif. Dans le golfe de Californie, les espèces les plus communes comprennent le poisson perroquet bleu et le poisson perroquet ambre que l'on trouve principalement entre le fond marin et les récifs côtiers de La Paz et de Los Cabos. Le poisson perroquet bleu a des morsures rapides, adaptées pour racler les algues de base et transporter les sédiments fins. Quant au poisson perroquet mâle, il a une morsure puissante, agissant comme une ponceuse de récif, principal agent de bioérosion, éliminant les couches de roches durcies pour permettre la régénération du corail. Chaque jour, les eaux des récifs, grâce au nettoyage qu'ils effectuent, maintiennent le fond clair et la capacité de régénération. Lorsque les récifs perdent leurs poissons perroquets, les algues recouvrent rapidement la surface des coraux, détruisant la subsistance des petits poissons et des invertébrés. Et la couche supérieure de l'eau est recouverte de centaines d'individus aussi colorés que l'environnement dans lequel ils vivent. Le vivano.
Ce sont des prédateurs intermédiaires, se nourrissant principalement d'invertébrés comme les crevettes, les crabes, les calmars et les petits poissons. La flexibilité de leur régime alimentaire leur permet de s'adapter aux variations de disponibilité de nourriture au sein de l'écosystème. En l'absence de plus grands prédateurs comme le mérou ou les requins, les vivaneaux peuvent étendre leur rôle dans la structure de la chaîne alimentaire, régulant la croissance des espèces de proies et maintenant la stabilité des récifs en contrôlant les brouteurs d'algues et les organismes qui dégradent les coraux. Et juste au milieu de ce tapis commencent les embuscades silencieuses. La murène, un poisson au corps long et flexible, glisse furtivement sur le sable. Elle n'a pas besoin de terrier fixe, ni de grandes nageoires ou de couleurs vives. Seulement un sillon suffisamment profond et des eaux calmes. Avec un instinct de prédateur aiguisé, la murène s'enroule généralement en position d'attaque et se lance soudainement pour attraper une crevette ou un petit poisson avec ses dents recourbées. Non loin se trouve le poisson-guitare à nez de pelle, shovel-nose guitarfish, un poisson de fond à l'apparence hybride entre le requin et la raie, avec une tête aplatie en forme de pelle. Son corps est recouvert d'une fine couche de sable comme de la poussière, posée sur un ancien instrument. Lorsque les sédiments sont perturbés par un groupe de crabes ou un courant de crevettes, il utilise rapidement ses nageoires pour créer de petites vagues, délogeant la proie et la capturant d'un seul mouvement. Sans coraux ni herbiers marins comme support, l'écosystème de fond mou oblige toutes les espèces locales à s'adapter de manière flexible. Certaines creusent profondément, d'autres s'enfouissent dans les sédiments et il y a celles qui développent des habitudes nocturnes pour échapper aux prédateurs. Juste sous la couche de sable fin, la raie pastenaque du sud glisse silencieusement comme un tissu vivant ondulant. Avec son corps plat en forme de diamant, elle peut atteindre 2 mètres de large et peser près de 97 kg. Son dos gris-olive se camoufle avec le fond sablonneux et sa longue et fine queue. Ses yeux et cette spiracle sur le dessus de la tête lui permettent de rester enfoui dans le sable tout en continuant à respirer. Pendant la chasse, elle aspire fortement le fond, exposant des crevettes, des vers, des poissons benthiques et de petits crustacés qui sont ensuite engloutis. Cette agitation attire également des oiseaux marins, comme le grand cormoran à aigrette ou le grand héron bleu, qui profitent du mouvement, transformant la raie en une ingénieure écologique des fonds marins. Chaque incursion de chasse remue la boue et le sable, augmentant l'échange de nutriments et d'oxygène et favorisant la biodiversité. Dans les couches supérieures de l'eau, la surface de la mer commence à présenter des ondulations fortes et inattendues, causées par des centaines, parfois des milliers d'individus de la raie diable de Munck. Elles sautent simultanément hors de l'eau, tournent en l'air et retombent comme des cerfs-volants, jouant avec la gravité. Ce sont les sautes de pickback,
des messages biologiques transmis par la vitesse, somme raffinée au cours de millions d'années de dévolution. De mars à août, en particulier en mai, la surface de la mer côtière se transforme en scène d'accouplement de l'arrêt diable de Monk. Vivant près de la surface mais capable de plonger jusqu'à 126 mètres de profondeur, elles recherchent au point des courants riches en nourriture et se nourrissent avec une efficacité extrême grâce à leur bouche tournée vers le bas, de petites dents et des membranes filtrantes riches en mucus. Chaque battement d'aile ne soutient pas seulement l'individu, mais déplace également l'eau entre les couches, agite les sédiments et redistribue les nutriments, enrichissant l'écosystème du fond marin. Lorsque la forêt dense de kelp ralentit les courants et forme des tourbillons localisés, c'est le moment idéal pour le lion de mer de Californie de montrer ses compétences de chasse avec agilité. Ils peuvent en nager jusqu'à 10,8 km/h avec des plongées en moyenne de 80 mètres de profondeur et des records de plongée jusqu'à 274 mètres d'une durée de près de 10 minutes. La capacité de plongée profonde leur permet d'accéder à de riches sources de nourriture, comme les calmars, les sardines, les harengs, les poissons benthiques et même les crustacés, qui vivent au fond ou à proximité des forêts de kelp. À chaque chasse, un individu adulte peut consommer l'équivalent de 5 à 8% de son poids corporel, soit environ 15 à 30 kg par jour. Pendant la saison de reproduction qui va de mai à août, les forêts de kelp deviennent le théâtre de disputes silencieuses. Les mâles établissent leur territoire avec des vocalisations profondes, des postures droites et des charges vigoureuses pour protéger leur harem, un groupe de femelles qu'ils tentent d'attirer et de contrôler. Après l'accouplement, la femelle subit une gestation d'environ 9 mois, donnant naissance à un seul petit, généralement sur la même île ou le même rocher, où elle est elle-même née. La forêt de kelp n'est pas seulement le théâtre de cycles de vie individuels, elle est la base d'un vaste réseau écologique. En tant que prédateur de niveau moyen à élevé, le lion de mer de Californie régule la densité des petits poissons, impactant indirectement la quantité d'algues et de plancton, créant un cycle écologique durable. Son comportement de chasse sélectif aide également à maintenir l'équilibre de la communauté, évitant les explosions de populations d'espèces de poissons proastiantes plus fragiles. De plus, en se déplaçant constamment entre les zones côtières et la pleine mer, ils deviennent des ponts vivants qui transportent la biomasse et les nutriments entre les écosystèmes côtiers et océaniques. Quelques petites lueurs d'espoir apparaissent avec la récupération des tortues marines, grâce à la protection des plages de ponte et des mangroves.
bute face à une tempête écologique multicouche, cette mer est au bord de l'effondrement. Et ce n'est que lorsque l'humanité saura prendre soin de la maison commune confiée par Dieu que le miracle du renouveau pourra devenir réalité. Et tandis que les pièces du puzzle écologique tombent chaque jour, il existe encore des mains silencieuses et persistantes qui se consacrent à reconstruire ce réseau de vie par des actions concrètes. De 2023 à 2024, plus de 193 blocs de béton, avec des crochets Proco de fer, ont été discrètement lancés au fond de la mer, dans la région de la zone de tolérance zéro, marquant un grand effort pour empêcher l'utilisation de filets peu tournants interdits, une menace mortelle pour le marsouin du Golfe. Parallèlement, des dizaines de patrouilles conjointes entre l'organisation Sea Shepherd et la marine mexicaine ont retiré plus de 540 équipements de pêche illégaux, nettoyant des zones auparavant couvertes par des filets fantômes qui fonctionnaient comme des pièges mortels sous les vagues. Dans les régions côtières, les mangroves comme celle de El Comchalito sont également en cours de restauration. Sur une superficie de plus de 2000 hectares, des groupes de conservation collectent des graines et replantent 3 espèces indigènes de mangroves, mangroves rouges, blanches et noires, dans le but de restaurer des abris pour les tortues marines et de nombreuses autres espèces aquatiques. Sous le ciel de Cabo Pulmo, où un parc marin est géré par la communauté locale depuis 1995, la biomasse de poissons a augmenté de plus de 460%, transformant l'endroit en une preuve vivante d'espoir. Même si l'avenir reste incertain, chaque chiffre, chaque forêt, chaque son capté dans les profondeurs de l'océan, tout contribue à écrire un nouveau chapitre pour la mer de Cortez. Le golfe de Californie ne pourra se régénérer sans l'effort conjoint de chacun d'entre nous. Chaque petite action, comme refuser les produits d'origine animale sauvage, soutenir la pêche durable, réduire l'utilisation de plastique ou partager les connaissances environnementales, peut générer de grands changements. Faites partie de la solution, pas du problème. Protéger la mer de Cortez, ce n'est pas seulement sauver un écosystème marin, c'est préserver la vie sur toute la planète, où les êtres humains sont aussi un maillon de ce réseau écologique fragile. Et si vous avez déjà eu l'occasion d'explorer le golfe de Californie, connu comme l'aquarium du monde, n'hésitez pas à partager vos connaissances et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être une source d'inspiration et de motivation pour les efforts de conservation de la nature et des espèces menacées, en plus d'aider à protéger les écosystèmes pour les générations futures. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer avec nous dans d'autres voyages extraordinaires, ou continuer à suivre la lutte pour la survie de la faune sauvage dans d'autres régions avec les secrets de l'océan, un voyage dans les profondeurs mystérieuses ou les secrets de la mer Rouge, la lutte pour la vie dans les profondeurs du désert bleu.